Bonjour. Alors, la leçon aujourd'hui va porter sur, bien sûr, toujours sur le travail et l'énergie, ça c'est notre unité, mais sur l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, l'énergie potentielle. Alors, sûrement l'année dernière, tu l'as appris parce que ça faisait partie aussi de physique 11e, mais ça va être un bref rappel. Alors, l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui est... Ouh, il faudrait peut-être que je prenne le crayon, excusez. L'énergie potentielle est l'énergie qui est emmagasinée, le mot important, dans un corps, puis qui peut être convertie en une autre forme d'énergie. Alors, il y a, entre autres, une relation étroite entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, parce que pendant qu'un travail s'effectue sur un objet ou par cet objet, l'énergie cinétique peut se transformer en énergie potentielle et vice-versa. Par exemple, si tu déplaces une boîte du sol vers le haut, ben, tu fais de l'énergie cinétique parce qu'elle était à vitesse zéro. Là, tu l'as augmenté sa vitesse jusqu'à temps d'arriver en haut, où ce que là, tu arrêtes également. Mais tu as eu de l'énergie cinétique tout le long. Mais tout ça s'est transformé en énergie potentielle parce que là, la boîte en étant à une certaine hauteur, si tu la lâches, mais elle va se mettre à descendre et elle va reprendre l'énergie que tu te rappelles en énergie cinétique, ça veut dire l'énergie du mouvement, ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Bien sûr, comme l'année dernière, que tu dois l'avoir appris, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un objet se nomme l'énergie mécanique. Ça va faire l'objet d'une autre leçon. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est particulière à quoi? Ben, elle est particulière de par sa position et la force gravitationnelle appliquée. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie stockée dans un corps du fait de sa position et de la force gravitationnelle appliquée. Alors donc, vraiment, c'est la position, mais sa position en Y, ça veut dire sa hauteur. Alors la position delta Y selon sa hauteur, d'après la référence que tu choisis. Elle est notée EG. Pourquoi énergie? Bien sûr, potentiel gravitationnel, le G ici pour gravitationnel, et c'est le G là, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres types d'énergie potentielle, entre autres dans les ressorts, qu'on va appeler de l'énergie élastique. Donc, ici, pour spécifier que c'est celle qui est potentielle gravitationnelle, on met un G. C'est une grandeur bientôt scalaire, parce que comme le travail, il n'y a pas vraiment de... euh, en fait, il n'y a pas de... Ben, il y a la distance. Il n'y a pas de direction, en fait, c'est ça qu'on veut dire, par grandeur scalaire. Les unités, c'est bien sûr toujours du Newton-mètre, mais qu'on sait, bien sûr, c'est les joules pour l'énergie. Alors, le lien entre travail, bien sûr, et la force, l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est que, par exemple, si toi, tu prends du sol, tu lèves une caisse, une boîte, au début, il n'y avait pas d'énergie potentielle, elle était carrément au sol. Alors, si ta référence est ici, et là, tu montes la boîte, donc tu fais un travail parce que tu appliques une force sur une distance, delta Y, pour ensuite, finalement, la déposer. Et là, la boîte, une fois placée, par rapport à sa référence, elle a une certaine hauteur. Il a fallu que tu fasses un certain travail pour aller là. Donc, un travail, on se rappelle que c'est la force appliquée dans la même direction que le déplacement. Le cos en tient compte. Mais ici, étant donné que tout est dans la même direction, dans le même plan, c'est cos 0. Donc, le travail fait sur la boîte en Y, c'est ceci. Alors, mg delta Y. La relation de ce travail-là, effectué pour élever un objet, et la variation de la hauteur de cet objet nous donne, dans le fond, la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle.
Tu te rappelles sûrement l'année dernière que c'était pas delta G que tu avais sûrement cette équation-là ici, mg, puis sûrement un h pour dire la hauteur, ou un y. Parce que dans le fond, par défaut, la référence est souvent le sol, et c'est par rapport, on considère que l'énergie potentielle gravitationnelle au sol est de zéro, et là, ben, si tu montes à une certaine hauteur, l'objet possède maintenant l'énergie potentielle qu'on sait que c'est mg fois la hauteur. Ça veut dire la hauteur où ce qui est rendu. Ici, pourquoi qu'on marque ça? Parce que des fois, la référence, ça peut être, si tu étais sur une table et par rapport à la table, tu as monté l'objet. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un delta E parce que on détermine, oui, à la table, ton énergie gravitationnelle, tu peux considérer qu'elle était zéro, mais sauf que si tu considères par rapport au sol, il y avait quand même de l'énergie, parce que si tu donnes une pichenote sur le livre et il tombe, il y avait quand même de l'énergie potentielle, parce que ça a pu se transformer en énergie cinétique jusqu'à temps qu'il atteigne le sol. Donc, le delta ici, EG, prend en considération que dans le fond, peu importe où est-ce que tu vas te situer par rapport à tes objets, mais là, c'est un delta G parce que c'est toi qui détermine ta référence. C'est pour ça qu'on dit, ici, attention, la formule n'attribue pas de valeur fixe à l'énergie potentielle pour une altitude donnée, mais seulement pour la différence d'énergie entre différentes altitudes. Okay? Alors, cette variation, donc le delta ici, dépend du point de référence que tu choisis dans la résolution du problème ou des problèmes. Okay? Très important. Mais en parlant de problèmes, on va tout de suite s'attaquer à certains exemples. Alors, ici, tu veux calculer l'énergie potentielle. Alors, tu as un randonneur qui se trouve au bord d'une falaise. Puis là, il fait tomber accidentellement une pierre de 1,2 kg. La pierre tombe au pied de la falaise, 28 mètres plus bas. Calcule l'énergie potentielle de la pierre par rapport au pied de la falaise juste avant que le randonneur fasse tomber la pierre. Bon, donc, le YI est là, Y final est là. Mais en même temps, ici, on peut déterminer l'énergie qu'elle avait ici. Donc, le delta Y ici, on sait que c'est 28 mètres. Mais là, ils veulent savoir l'énergie potentielle que la pierre par rapport au pied de la falaise juste avant que l'on fasse tomber. C'est-à-dire combien d'énergie qu'elle avait ici par rapport au sol rendu en bas. Parce qu'au sol, on peut considérer que son énergie va être égale à 0 parce qu'elle a atteint le sol. Alors, c'est notre référence. Puis là, on veut savoir l'énergie qu'elle avait ici. Donc, notre delta Y est de 28 mètres. La masse de notre pierre est de 1,2 kg. On se fie à notre équation de delta G égale mg delta Y. Alors, delta G, la masse est de 1,2 kg fois 9,81, parce que c'est toujours notre gravité ici, fois 28. Ça. Et là, on obtient un delta G de 329,616 joules, nos unités, bien sûr, en joules. Et là, il faut faire attention à nos chiffres significatifs. Alors, c'était 2, donc le delta G égale 3,3 fois 10 à la 2 joules. Okay, pour avoir nos deux chiffres significatifs. Et ça, ben oui, c'est delta G, mais on sait si on considère que notre référence en bas est de l'énergie potentielle est de 0. Donc la pierre en haut, elle avait une énergie potentielle de 3,3 fois 10 à la 2 joules par rapport à ma référence qui est le sol. OK? Alors, passons tout de suite à un autre exemple. Un haltérophile soulève des haltères à une hauteur de 2,2 mètres. Bon, ben cool, c'est de notre delta Y ça.
Le fait d'augmenter la hauteur des haltères augmente aussi leur énergie potentielle gravitationnelle, bien sûr. Ah, qui est maintenant de 490 joules. Ça veut dire que si je considère que ma référence était le sol et que là, il les a montés à 2,2 mètres, ça veut dire qu'au début, 0 et un delta G final en haut ici, qu'on doit trouver. Non, on me la donne. C'est que finalement, c'est 490 joules. Parce que mon delta G est de 490 joules. Alors, 490 moins le 0, 490 joules. Donc, mon delta EG est de 490 joules. Qu'est-ce qu'on me demande? La masse des haltères. Alors, la masse, c'est la question. On prend notre équation. « 490 égale M qu'on cherche, 9,81 fois 2,2 mètres. Il n'y a aucune transformation à faire ici d'unités. Toutes les unités sont bonnes. Alors des mètres, des kilogrammes, des joules. La masse, ça va être en kilogrammes. Alors, on fait certaines manœuvres. Bien sûr, on divise ici par 9,81. Puis on va diviser aussi par 2,2 pour faire partir ça ici. Et on obtient que la masse, 22,7 kg. Et là, il faut considérer les chiffres significatifs. Alors, si on regarde, on me donne 490 joules, 2. Alors ici, c'est deux chiffres significatifs. Ici, ben, le 0, on ne va pas le considérer comme significatif, mais de toute façon, même si on le considère comme un troisième chiffre significatif, on a ici quand même 2. Donc, c'est deux chiffres significatifs que ma réponse doit avoir absolument. Alors ici, présentement, j'en ai 3. Donc, la masse devrait être ça. Donc, les haltères vont avoir une masse de 23 kg, qui n'est pas énorme comme masse. Maintenant, dernier exemple, un petit peu plus long à faire. Alors ici, on parle de nos manuels de physique. Okay. Alors, le manuel de physique a une épaisseur de 3,6 cm et une masse de 1,6 kg. Là, un élève empile 10 livres les uns sur les autres sur une table. Puis là, avant qu'il commence la pile, tous les livres étaient posés directement sur la table. Ça veut dire qu'ils étaient tous, j'ai ma belle table, tous les livres étaient sur la table. Et là, il a décidé finalement de les mettre un par-dessus les autres, 10 livres comme ça. Alors, le premier livre, dans le fond, j'ai pas fait de travail du tout pour le déplacer en hauteur parce qu'il est resté sur la table, mais c'est les autres livres en empilant que j'ai augmenté dans le fond par rapport à la table, qui est ma référence. Alors, ma référence, c'est la table, dans ce cas-ci. Et là, j'augmente, dans le fond, le delta Y pour chacun des livres. C'est-à-dire que là, dans ce cas-ci, il y a plusieurs delta G que je peux mettre ensemble. Mais là, on veut toute la pile. Alors, dans le fond, c'est comme si c'était le delta G du premier livre plus le delta G du deuxième livre plus tac, 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 jusqu'à l'énergie du 10e livre. Si on commence avec ça, on sait que delta G ici, ben, c'est égal à quoi? Ben, il y a la masse, c'est-à-dire le G, puis la première hauteur du premier livre. Qu'on sait, ben, dans le fond, le premier livre, il n'est pas monté en hauteur, ça va être 0. Plus mg, le delta y2, dans le fond, le deuxième livre. Mais là, les masses sont identiques parce que c'est des mêmes manuels qui ont la même masse. La gravité, le G est pareil, ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à mon mg, puis là, le dernier livre qui va monter d'une certaine hauteur. On sait au début que, là, étant donné qu'il y a des mg partout, à chaque terme,
pour nous faciliter la vie, on va les sortir. Puis, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? C'est toutes les hauteurs. Donc, toutes les hauteurs des livres ont monté. Puis là, bien sûr, c'est des centimètres. Il ne faut pas oublier de mettre ça en mètres parce que les unités avec lesquelles on doit travailler, c'est bien sûr des kilogrammes pour la masse, la hauteur en mètres. Donc, ce que tu vas faire maintenant, ben, où est-ce que nous allons faire? La masse de chacun d'un livre, on sait que c'est 1,6 fois 9,81. Puis là, maintenant, ce qu'on remarque, c'est que le premier livre, lui, il n'a pas monté. Le deuxième livre a monté de ça, OK, de 3,6 cm, mais en mètres, c'est plus. Le deuxième a monté de quoi? D'un autre 3,6. Donc, il a monté de ça, comme ça. OK, là, maintenant, ils sont en mètres. Alors, il a monté de. Le deuxième livre, il est rendu à 7,2 cm. Ainsi de suite, jusqu'à temps que le dernier livre est rendu à 0,32 4 mètres, ça veut dire à 32 cm. Alors, j'ai mis 10 livres empilés, comme ça. Alors, si on additionne toutes les hauteurs de nos livres, on arrive donc à... Oh, attendez, ça c'était... On a de 1,6 fois 9,81. Là, on additionne tout ça ici. On va arriver à un bon chiffre de 1,62 mètres. Ça ne veut pas dire que la pile est haute de ça. C'est équivalent, dans le fond, toutes les sommations-là, c'est équivalent, dans le fond, si j'avais pris un seul des livres de 1,6 kg, que je l'avais monté, dans le fond, de 1,62 m, l'énergie potentielle de ce livre-là est équivalent, dans le fond, à l'énergie potentielle de chacun des livres selon leur hauteur. Okay? Alors, c'est ça que ça veut dire ici. Ça ne veut pas dire que ma pile a fait 1,62 m. Alors, quand on multiplie ça, ça veut dire que ma pile est rendue à une énergie potentielle de 25,43 joules. Mais là, il faut considérer nos chiffres significatifs. Alors, c'est deux chiffres significatifs. Alors, mon énergie potentielle est de 25 joules. Là, dans la question, on me demande détermine le travail total que l'élève effectue sur la pile de livres. Ça veut dire, pour former la fameuse pile, ben, on sait qu'il y a un lien entre le travail et l'énergie. C'est comme ça. Au début, c'était 0. Puis là, et au final, j'ai l'énergie potentielle de 25. Donc, il a fallu que je fasse un travail de 25 joules pour pouvoir faire. Alors, mon travail est de 25 joules pour pouvoir former cette pile-là. Mais maintenant, si je la défais, parce que là aussi, c'est pour la question B, si je défais la pile, il faut que je fasse du travail inverse. Ben forcément, ça va être la même quantité de joules, mais négative parce que je suis en train de défaire ce que j'ai fait en les empilant. Alors, c'était les exemples que j'avais à faire pour vous. Il suffit maintenant de pratiquer ce genre d'exercice aux pages 180 et 181. Merci.